L'anémie. Alors, l'anémie, c'est défini par une baisse de taux de l'hémoglobine à volume plasmatique normal. Donc, le volume plasmatique normal. Allez, il y a les fausses anémies. C'est quoi les fausses anémies? Il y a les fausses anémies par hémodilution. C'est lors des hyperprotéinémies, par exemple, lorsqu'il y a une immunoglobuline monoclonale, le Waldenstrom, lorsqu'il y a une surcharge volumique, et lorsqu'il y a une splénomégalie volumineuse, lorsqu'il y a des apports hydriques excessifs. Et il faut savoir qu'une hémoconcentration, donc lorsque le volume plasmatique n'est pas normal, ça peut masquer une anémie, lorsqu'il y a une déshydratation éventuellement. Donc la définition, c'est la baisse de l'hémoglobine contenue dans les globules rouges du sang, bien sûr, à volume plasmatique normal. Il y a un seuil de l'hémoglobine pour définir l'anémie. Ça dépend du sexe et de l'âge. Donc chez l'homme adulte, le seuil c'est 13 grammes par décilitre. Chez la femme adulte, à cause de démonstration, le seuil c'est 12. Donc il faut prendre les seuils. Chez le nouveau-né, c'est 14. Chez la femme enceinte, premier trimestre, c'est 11. Et à partir de T2, c'est 10,5. Vous faites T3, tarja 11. Donc apprenez 11, 10,5, 11. Chez la femme enceinte, en fonction des trimestres. Le syndrome anémique, donc, cliniquement. Le symptôme majeur, c'est la pâleur cutanéo-muqueuse. C'est une pâleur qui est généralisée, surtout sous-inguinale et des conjonctifs. Il faut savoir que la pâleur, ça dépend bien sûr de couleur de la peau. Parfois, le sujet qui a de race noire, la pâleur, on ne peut pas l'avoir. Les manifestations fonctionnelles hypoxiques donc, de l'anémie, c'est l'asthénie, le symptôme, l'asthénie le plus fréquent. Il y a le retentissement, donc les signes respiratoires, les dyspnées d'effort, puis ça évolue au repos. Neurologique, c'est les signes neurosensoriels, les acouphènes, les céphalées, les vertiges. Les signes cardiaques, la tachycardie, longueur d'effort, parfois souffle d'insuffisance mitrale fonctionnelle. Il faut savoir que l'anémie, c'est une cause d'insuffisance cardiaque à débit conservé. Et la décompensation ou l'aggravation d'une pathologie cardiaque ou respiratoire préexistante. C'est un facteur aggravant. Le patient cardiaque peut faire un OAP suite à une anémie aiguë, par exemple. Il faut savoir qu'on peut, chez un patient, noter des troubles à l'ECG à la suite d'un syndrome anémique aigu. Donc, il y a des modifications à l'ECG. Physiopathe, les mécanismes de l'anémie. Il faut l'anémie en deux chapitres, deux grands groupes, selon le mécanisme. Il y a tout ce qui est central, l'origine centrale et la moelle osseuse. Et dans ce cas, c'est des anémies arégénératives. Par exemple, défaut de production d'origine carentielle. Il n'y a pas assez de fer, assez de vitamine B12, donc assez de folate. Dysfonctionnement des érythroblastes, donc l'usine matemchiche. Anomalie de la structure de la moelle osseuse, les pathologies concernées, ou lorsqu'il y a un envahissement de la moelle épinière, par exemple une métastase, ou bien sûr lorsque les cellules souches ont complètement disparu, l'aplasie médulaire par exemple. Deuxième donc chapitre, c'est lorsque l'anémie d'origine périphérique. Dans ce cas, c'est une anémie qui est régénérative. Deux cas de figure, soit l'origine périphérique, soit c'est une perte sanguine, c'est une spoliation, une hémorragie, soit c'est une hémolyse. Qu'est-ce que ça veut dire une hémolyse pathologique? C'est une destruction des globules rouges. Donc c'est défini par le raccourcissement de la durée de vie dans la circulation. 120 jours la durée normale. Lorsque cette durée est raccourcie, lorsqu'il y a une destruction des globules rouges, donc on parle d'hémolyse. Donc le chiffre retenu pour parler de régénération, pas de régénération, c'est les réticulocytes. Les réticulocytes, c'est les globules rouges qui sont encore immatures dans le sang, donc se trouvent dans le sang, généralement 1 à 2% de nombre des globules rouges, des hématies.
Les réticulocytes, lorsqu'ils sont inférieurs à 120 000, c'est arégénératif. Lorsque supérieur à 120 000, c'est régénératif, donc périphérique. Les anémies microcytaires. Alors, les anémies microcytaires, il y a le VGM, le volume globulaire moyen, inférieur à 80 FL. Le FL, c'est femtolitres, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 15. Donc, les anémies microcytaires sont dues soit à une carence en fer dans l'érythroblast, soit le fer موجود et il y a un trouble de l'utilisation du fer. Carence en fer dans l'érythroblast, soit parce qu'il y a une vraie carence, donc c'est une anémie carentielle ferriprive, il y a diminution du fer dans tout l'organisme, soit parce que le fer il est présent mais il est piégé dans les macrophages. Dans ce cas, c'est une anémie inflammatoire. Les anémies par trouble de l'utilisation du fer, c'est généralement par défaut de synthèse de la globine, par exemple fait thalassémie. Dans ce cas, il y a le fer, mais il y a un trouble, un défaut de synthèse de l'hémoglobine. Le fer n'est pas utilisé parce qu'il n'y a pas les molécules de globine. Et les anémies sidéroblastiques, dans ce cas, il y a un trouble de synthèse de l'hème. L'hème, par définition, c'est lorsque une molécule de protoporphyrine s'associe à un atome de fer. Dans ce cas, il y a l'hème. Donc, l'anémie sidéroblastique, il y a un défaut de synthèse de la protoporphyrine, le fer ne synthétise pas l'hémoglobine. Donc, il y a un trouble d'utilisation du fer. B. Donc, l'étiologie la plus fréquente, bien sûr, c'est les anémies microcytaires, c'est les anémies ferriprives, c'est-à-dire lorsqu'il y a une vraie carence en fer. Généralement, le début est progressif, insidieux, c'est longtemps bien toléré. Il y a cliniquement le syndrome anémique avec un syndrome carentiel, le syndrome sidéropénique. La fragilité des phaneres, la coélonychie, le cheveu sec cassant avec chute fréquente. Donc, chute fréquente, il faut apprendre ceci. La fragilité des muqueuses, la perlèche au niveau des commissures labiales, la glossite, à différencier de la glossite de la carence en B12. Attention, c'est une glossite avec une langue lisse, des papillées luisantes. L'œsophagite, il y a une œsophagite donc avec dysphagie ou épigastralgie, je me dis donc signifie que c'est il y a des épigastralgies parce qu'il y a une atrophie de la muqueuse gastrique, il y a une œsophagite, il y a une dysphagie. Il y a un syndrome particulier, dans le dysphagie, c'est le syndrome de Plummer-Vinson chez les femmes âgées de 40 ans en général, qui se plaint donc, de dysphagie haute avec, il y a un rétrécissement haut de l'œsophage, avec une sidéropénie. Il faut savoir qu'il y a un risque de cancérisation chez ces femmes, un risque de cancer épidermoïde de l'œsophage. Le diagnostic donc de l'anémie carentielle, c'est un diagnostic biologique. La NFS montre une anémie microcytaire hypochrome, donc l'acromie, on parle donc d'hypochrome lorsque le TCMH est inférieur à 27 picogrammes par décilitre. Donc le paramètre c'est la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, c'est pas la CCMH. Et c'est une anémie qui est arégénérative. C'est central, ديما باش تعرف régénératif ولا régénératif ترجع central ou périphérique. Sachant un signe très important, la thrombocytose réactionnelle. Un patient qui a une anémie carentielle, le NFS une hyperplaquétose, thrombocytose, c'est une thrombocytose réactionnelle. C'est fréquent, c'est 30% des cas. Donc c'est supérieur à 450 000 la thrombocytose. Le frottis n'est pas important, l'anémie carentielle. Le diagnostic positif est bien sûr posé par le dosage de la ferritinémie. Le bilan martial, surtout, c'est le dosage de la ferritinémie. C'est le paramètre le plus important. Et la ferritinémie est basse. Il ne faut pas apprendre les chiffres, le bilan martial. B. Devant une anémie carentielle ferriprive, attention, il ne faut pas traiter symptomatiquement. Il faut chercher l'étiologie. Donc l'anémie carentielle, il faut chercher l'étiologie. Un cas clinique, une carence martiale, quelle est votre conduite?
يقصد راهو c'est pas votre conduite thérapeutique, c'est votre conduite, il faut chercher l'étiologie, c'est ça la réponse. Donc l'étiologie la plus fréquente, c'est les pertes chroniques, c'est la spoliation. Les spoliations, c'est les pertes chroniques. C'est chez la femme les hémorragies d'origine gynécologique. Chez l'homme, c'est par excellence, c'est les hémorragies digestives. Chez la femme, les hémorragies gynécologiques, les deux causes les plus fréquentes, c'est le stérilet, le dispositif intra-utérin, et c'est le fibrome ou fibromiome utérin. Donc il faut faire un examen gynécologique spécialisé. Pour l'homme, les hémorragies digestives, c'est l'ulcère gastro-duodénal, c'est les cancers, c'est les maladies, donc les Mickey, les hémorroïdes aussi, et le diverticule de Meckel, J fait que CM, donc le diverticule de Meckel, oui, peut saigner. Et les maladies de l'hémostase aussi. Donc chez l'homme, on fait donc généralement des explorations digestives, donc la fibro-gastro-duodénale, avec notamment des biopsies ou la coloscopie. Deuxième étiologie, les carences d'apport. Carence d'apport, c'est chez les nourrissons, surtout sous régime lactofarineux non enrichi en fer. Il faut savoir que ces nourrissons courent le risque d'un retard psychomoteur, donc c'est grave. Et chez les patients aussi, donc alcooliques, niveau socio-économique généralement bas, ou chez les sujets âgés. Donc le profil de carence d'apport, c'est l'étiologie. Aussi chez les anorexiques, l'anorexie mentale. Chez les jeunes filles, donc l'anorexie mentale peut développer une anémie carentielle. Troisième étiologie, par défaut d'absorption. Il n'y a pas d'absorption, donc le fer est absorbé au niveau duodénal, surtout proximal, très proximal le fer. L'absorption du fer, c'est généralement donc les patients qui ont un syndrome de malabsorption galique, c'est les maladies cœliaques ou les résections intestinales étendues, ou les patients qui ont une géophagie. Allez, géophagie parce que ça, c'est un chélateur du fer. Donc l'argile, le patient géophagique, il mange donc l'argile. L'argile, c'est un chélateur du fer, ou chélateur. Quatrième étiologie, donc c'est par accroissement des besoins. C'est les grossesses rapprochées chez les femmes, donc multi-gestes, ou lors de la période d'adolescence et croissance. Le traitement maintenant, donc une fois on a traité la cause, on a déterminé la cause, il faut traiter la cause, ça c'est primordial. Puis un traitement de la carence martiale, il faut donc supplémenter par le fer métal. Chez l'adulte, donc 200 mg par jour, généralement on donne tardiféran dosé à 80 mg, un comprimé x2 par jour. Chez l'enfant, c'est 5 mg kg par jour. Le fer est très mal toléré, donc il faut, en général, en dehors des repas, on le donne pour augmenter la biodisponibilité, l'absorption digestive. Mais si c'est très mal toléré, on peut donc l'associer au repas. La durée, c'est 4 à 6 mois jusqu'à la reconstitution des réserves, notamment la normalisation de la ferritine. Les effets secondaires, la coloration noirâtre des selles, l'effet le plus constant du traitement martial. En plus, il y a l'intolérance digestive, les épigastralgies, la constipation, etc. La surveillance, donc il y a une crise réticulocytaire à 7 jours. Le traitement témoigne de l'efficacité du traitement, on ne le fait pas de pratique courante. Mais il faut savoir comment les paramètres se corrigent. Il faut savoir que l'hémoglobine, c'est le premier paramètre à se normaliser, donc puis le VGM, puis le taux du fer dans le sang, le fer sérique, puis la CTF, puis le dernier paramètre à se normaliser, c'est la ferritinémie. Donc c'est le sens inverse et c'est tout à fait logique. La ferritinémie, c'est le premier paramètre à s'abaisser et le dernier à revenir donc au normal. Donc si on donne un traitement, après 2 à 4 mois, on fait un dosage de la ferritinémie. Si le dosage est normal, on peut arrêter la supplémentation. Le traitement préventif, très important. Il faut apprendre ces 3 terrains. La femme enceinte à partir du 4e mois de la grossesse, systématique la supplémentation. Il ne faut pas apprendre les doses. Les nourrissons, il faut les supplémenter, le lait est supplémenté en fer.
et les prématurés surtout, à partir du 3e mois. Les anémies inflammatoires. Les anémies microcytaires, on a terminé avec l'anémie carentielle fériprive. L'anémie inflammatoire. Il faut savoir que c'est d'abord une anémie normochrome normocytaire arégénérative. Il y a une action de TNF-alpha sur l'hématopoïèse. Donc il y a une inhibition de l'érythropoïèse. C'est une anémie d'abord normochrome normocytaire arégénérative. Oui, elle devient hypochrome microcytaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de fer disponible. Où il est allé le fer? Il est piégé dans le macrophage et l'entérocyte. Pourquoi? Parce qu'il y a une protéine de l'inflammation, c'est une protéine positive de l'inflammation qui s'élève lors de l'inflammation, qui s'appelle l'hepsidine, l'hepsidine hépatique. L'hepsidine, l'action TERA, ça inhibe donc le relargage du fer par le macrophage et par l'entérocyte. C'est-à-dire le fer, il est absorbé, il est dans le cytoplasme de l'entérocyte, mais il n'est pas relargué. Tant que il faut le métabolisme du fer, le mécanisme. Et kiff le macrophage du système réticulo-endothélial, l'hepsidine bloque le relargage du fer. Donc le fer est piégé, il n'est plus disponible pour la moelle osseuse, d'où l'hypochromie. Donc on peut trouver le syndrome inflammatoire biologique. Remarque très importante, la ferritinémie. Donc le dosage de la ferritinémie fait la différence entre les anémies inflammatoires et les anémies carentielles. Dans ce cas, la ferritinémie est normale ou élevée. Les étiologies, c'est tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est infectieux ou cancer. Les anémies sidéroblastiques, qui est un groupe très hétérogène de maladies, c'est dû à l'insuffisance de synthèse de la protoporphyrie. Donc pas de synthèse d'hème, donc c'est un trouble de l'utilisation du fer, le fer n'est plus utilisé, et donc de l'hémoglobine, d'où l'anémie. Donc l'hémoglobine est moins synthétisée, donc c'est une cause centrale. Et le fer, il est disponible dans l'organisme, il n'est plus donc utilisé par la moelle, il va donc être élevé, le fer sérique est élevé. Et par la suite, c'est une anémie avec surcharge en fer. C'est paradoxal, un peu paradoxal. Attention, les autres causes de l'anémie, une anémie avec surcharge en fer. Il y a donc une anémie qui peut s'associer avec une hémochromatose. Dans les formes chroniques, ça peut le faire stagner donc dans les tissus et court le risque donc d'hémochromatose. Il faut savoir juste donc le test, le diagnostic le plus important, l'anémie sidéroblastique, c'est le myélogramme avec coloration de perte qui met en évidence les sidéroblastes en couronne. Donc c'est des grains de fer qui entourent le noyau. Les étiologies, il y a l'anémie sidéroblastique acquise et congénitale. L'acquise, l'idiopathique et tout ce qui est toxique, surtout le saturnisme, l'intoxication au plomb, l'alcoolisme, l'INH et l'anémie sidéroblastique secondaire aux hémopathies. C'est ce qu'il faut apprendre. Quatrième cause donc des anémies microcytaires, les thalassémies qu'on va voir avec les anémies hémolytiques. Les anémies macrocytaires. Macrocytaires définies par un volume globulaire moyen VGM supérieur à 100 femtolitres. Je connais 95, je connais 100, donc le C ça varie. Devant une anémie macrocytaire, d'abord il faut éliminer les fausses macrocytoses, notamment macrocytose physiologique du nouveau-né. Le nouveau-né a tendance à la macrocytose. Donc devant toute anémie macrocytaire, il faut d'abord chercher c'est une anémie régénérative ou pas régénérative. Donc le dosage, le taux de réticulocytes, c'est l'information la plus importante. Si c'est une anémie macrocytaire régénérative, il y a trois causes, uniquement trois causes. Soit c'est une hémorragie massive, donc c'est une hémorragie aiguë qui n'est pas chronique. Toi les chroniques, l'hémorragie, toi les carences en fer, toi les A régénératives. Dans ce cas, on parle d'une hémorragie plutôt massive aiguë. Une hyperhémolyse, kiff hémolyse aiguë, ou c'est une réparation d'une anémie centrale, c'est-à-dire une réparation d'une anémie centrale. Allez, je t'attends une anémie microcytaire. Parce qu'il y a une augmentation du taux de réticulocytes. Il faut savoir que les réticulocytes sont parfois comptés, le NFS comptés avec les globules rouges. Donc le volume des réticulocytes, puisque c'est des cellules plus jeunes que les globules rouges, le volume terme c'est plus important que les globules rouges. Donc qui dit la moyenne, je t'ai le volume augmenté, le volume globulaire
augmenter par les réticulocytes. D'ailleurs, dans la fausse macrocytose, on peut évoquer l'hyperréticulocytose. C'est une fausse macrocytose en réalité. B. Et tout ce qui est donc anémie macrocytaire arégénérative, il faut éliminer les causes évidentes, ce qu'on appelle les causes évidentes. Devant une anémie macrocytaire arégénérative, il y a des causes qui sont évidentes. Il faut les éliminer d'abord. 4 causes. L'hypothyroïdie, tout ce qui est cirrhose ou insuffisance hépatique, l'alcoolisme et l'intoxication médicamenteuse, notamment donc, le patient qui prend une chimiothérapie ou sous immunosuppresseur. Donc ça donne une anémie macrocytaire arégénérative. C'est les 4 causes évidentes à apprendre par cœur. S'il n'y a pas de cause évidente, l'examen clé donc, pour faire la part des choses, c'est le myélogramme. Il faut le faire. Il faut faire le myélogramme. Ponction de mois. Pour faire la part entre une anémie mégaloblastique, et lorsqu'on dit mégaloblastique, c'est un fait donc sur la moelle, c'est histologique. En rapport avec la présence d'une mégaloblastose. Donc, c'est ce qui est une mégaloblastose, c'est une moelle qui est riche en cellules basophiles. Moelle riche en cellules basophiles. Ce sont les mégaloblastes. Ou bien c'est une anémie macrocytaire arégénérative non mégaloblastique. Donc, si c'est une anémie mégaloblastique, il y a uniquement une seule cause. C'est pathognomonique de la carence en vitamine B12 et ou en folate B9. Donc, une anémie mégaloblastique, c'est pathognomonique, c'est la seule cause. Pour les autres, donc les anémies non mégaloblastiques, ça peut faire suite à un syndrome myélodysplasique. Donc, c'est une altération de la qualité de la cellule souche, une leucémie aiguë, un myélome multiple, une aplasie médulaire. Il faut savoir, l'insuffisance rénale chronique, ça ne donne pas une anémie macrocytaire. C'est une anémie normocytaire arégénérative. Donc, parmi les causes, les contrôles leucémie aiguë, myélome multiple, aplasie médulaire, l'hypothyroïdie, cirrhose, alcoolisme, médicaments. Le colon, il à la fois une anémie macrocytaire ou une normocytaire. Donc, peuvent donner la conduite devant une anémie normocytaire, normochrome, arégénérative. En réalité, c'est la même. Il faut donc éliminer ces causes évidentes, puis faire une ponction de moelle. Mais dans ce cas, il faut chercher plutôt une leucémie aiguë, une aplasie médulaire. C'est rare donc de trouver une anémie mégaloblastique sans macrocytose. On va donc traiter l'anémie mégaloblastique surtout. Donc cliniquement, c'est un syndrome anémique. Le syndrome carentiel. Il y a un syndrome qui est commun à la carence en B12 et folate. B12 et folate sont impliqués les deux donc dans qui m'achauffe le métabolisme, donc la vitamine B12 et folate sont impliqués dans la réplication de l'ADN. Donc surtout les cellules qui sont à développement très rapide. Donc les cellules surtout épithéliales, les cellules des muqueuses. Donc leur effondrement, ça va retentir en premier sur ces cellules. Donc cliniquement, on va avoir atrophie des muqueuses, glossite. Il faut différencier cette glossite, la glossite de inter par rapport à la glossite par carence martiale qu'on vient de voir. C'est une glossite cette fois-ci qui est rouge et qui est dépapillée. Il y a des aftes, il y a une dysgeusie, c'est-à-dire un trouble donc de goût, xérostomie, dysphagie aussi, œsophagite, la sécheresse cutanée, la sécheresse vaginale avec dyspareunie. Les signes spécifiques à la B12, c'est la sclérose combinée de la moelle. Allez, on chauffe la B12, le métabolisme. Donc il y a une diminution de ce qu'on appelle le S-adénosylméthionine, le SAM. Et le SAM, donc sa fonction, c'est la myélinisation. Donc, diminution de SAM, il y aura une démyélinisation des fibres nerveuses. D'où la carence en B12 s'accompagne d'un cortège de signes neurologiques associés donc sous le nom de sclérose combinée de la moelle. Attends, je vais aller combiner. Il y a d'une part un syndrome cordonal postérieur. Le syndrome cordonal postérieur, je n'ai le signe de Romberg, puis le signe de l'ermite.
اللي نشوفوه زاد في sclérose en plaques, le signe de l'ermite. Une ataxie proprioceptive, il y a un trouble donc de la sensibilité profonde, la proprioception. Trouble de l'équilibre avec chute, c'est des signes bilatéraux bien sûr. Donc c'est un syndrome coordonal postérieur avec marche ataxique caractéristique. Donc c'est une marche qui est talonnante. Un syndrome pyramidal. Avec Alej, donc c'est une sclérose combinée. Il y a un syndrome coordonal postérieur et un syndrome pyramidal. Il y a donc le signe de Babinski, les réflexes sont vifs, il y a une paraparésie, donc c'est un syndrome pyramidal. Il peut associer une neuropathie périphérique et parfois un syndrome démentiel. Donc la carence en B12 déjà, donc c'est une cause de syndrome démentiel, c'est une cause curable. Avec un âge devant toute démence, il faut faire un bilan avant donc de poser le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer, par exemple. Il faut savoir que la carence en B12, paresthésie des extrémités, c'est le signe le plus précoce. Il faut savoir aussi que les signes neurologiques peuvent précéder l'anémie et peuvent persister après le traitement substitutif. Donc la fibre nerveuse, elle sera donc démyélinisée, elle va donc souffrir, donc le patient peut garder des séquelles après même la correction, après même le traitement substitutif. Donc, à l'NFS, on va trouver une anémie qui est macrocytaire, généralement VGM très élevé. On va trouver c'est une anémie qui est arégénérative, bien sûr. Une leuconeutropénie et thrombopénie qui sont possibles. Parfois, on peut même trouver une pancytopénie. Offre sanguin, c'est très important. On peut trouver donc des anomalies de toutes les lignées. Des polynucléaires polysegmentés, des plaquettes géantes. Au myélogramme, qui m'a dit l'examen indispensable avant tout traitement vitaminique, c'est une moelle qui m'a dit riche, qui est très basophile. Basophile, allez, il y a les mégaloblastes. Les mégaloblastes, c'est des érythroblastes immatures, qui est un noyau jeune, cytoplasme mature. Donc c'est un synchronisme de maturation nucléoplasmique. Je m'en ai un cytoplasme mature, c'est-à-dire il y a lorsque le globule rouge au cours de l'érythropoïèse, il y a une synchronisation entre la maturation du noyau et du cytoplasme, c'est-à-dire lorsque donc, le cytoplasme يكبر, le noyau doit se diviser. Donc les cellules يتقسموا على اثنين. Il y a un asynchronisme, la réplication de l'ADN n'est pas faite correctement. Bien sûr, on trouve aussi d'autres anomalies, donc des autres lignées dans le myélogramme. Remarque très importante, il y a des stigmates d'hémolyse. Il y a un avortement intramédulaire. Donc, il y a une hémolyse intramédulaire. Donc, bilirubine non conjuguée élevée, le fer sérique élevé, LDH élevé. Les dosages vitaminiques. Le dosage donc de la vitamine B12 et des folates sériques, il y a aussi les folates érythrocytaires. La carence en B12, le B12 sérique bien sûr est diminué. Les folates sériques peuvent être normales ou augmentées, mais les folates érythrocytaires sont diminuées à l'âge car la vitamine B12 est nécessaire à l'incorporation des folates dans le globule rouge. Juste, il faut savoir ce détail. Le reste n'est pas très important pour le dosage vitaminique, ni le seuil, ni les valeurs. Remarque, le VGM peut être normal. وقتاش كي تبدا تنجم تكون معاه une part inflammatoire ou une anémie carentielle en fer. Donc dans le cadre par exemple d'une maladie cœliaque, il y a carence multiple. Donc on peut avoir une anémie qui a tendance à être normocytaire. Le diagnostic étiologique. Donc devant une carence en B12, il faut savoir que la carence d'apport c'est très rare. Les réserves en B12 qui m'achauffent le métabolisme, c'est pour 4 ans à 5 ans, donc il y a une autonomie. Carence d'absorption, les causes gastriques, surtout la maladie de Birmer, en détail, les gastrectomies totales. D'ailleurs, pour les patients traités pour un cancer de l'estomac qui ont été totalement gastrectomisés, systématiquement post-opératoire, donc on donne des injections à vie, injections IM de vitamine B12. Gastrectomie partielle aussi avec une gastrite atrophique du moyen restant.
Les causes intestinales ou pancréatiques, tout ce qui est résection iliale étendue, les affections iliales par excellence, donc la maladie de Crohn, la tuberculose, le lymphome malin, bien sûr la réabsorption de la vitamine B12, l'absorption c'est au niveau du lilium, donc d'accord, le lilium le rôle de l'absorption de la vitamine B12 et les sels biliaires. Et l'insuffisance pancréatique, c'est une cause à la carence en vitamine B12. Aussi, Z à la maladie cœliaque, à ne pas oublier, la maladie cœliaque tâtit toutes les carences, bien sûr. Lorsqu'elle est donc au niveau ilial, tâtit une carence d'absorption de la vitamine B12. Donc les causes médicamenteuses, la niomycine, l'antibiotique local, la colchicine. Il y a les causes congénitales de malabsorption, le déficit congénital en facteur intrinsèque et la maladie d'Emersland. Carence en folate, carence d'apport, alors cette fois-ci c'est plus fréquent. Les réserves, il s'agit de 4 mois. Donc on peut parler de carence déjà. Surtout chez les patients qui sont alcooliques. Chez les alcooliques, la carence en folate est la règle. Dénutrition, c'est les patients dénutris ou malnutris. Et si donc, le patient il ne mange pas de crudités, mais que donc le folate mange le barcha le et si l'habitude c'est l'ébullition et les cuissons prolongées, donc qui يطيب أكثر من اللازم الخضرة donc نحى الفولات. Carence par malabsorption. Les maladies, donc tout ce qui est jejunum et intestin, les maladies cœliaques et les autres affections. Les médicaments, il y a le gardénal et l'identowine, il empêche l'absorption de folate. Augmentation des besoins lors de la grossesse. Et l'iatrogène, le méthotrexate, le Bactrim, c'est les antifoliques qui s'appellent. Le méthotrexate, le Bactrim, surtout il faut les apprendre. Femme a d'autres causes pour la carence en folate, l'hémolyse chronique, les cancers, surtout les syndromes myéloprolifératifs, le psoriasis, carence en folate, il y a une surutilisation de folate, la réplication cellulaire, donc il y aura une carence. La maladie de Birmier, donc c'est une maladie auto-immune, c'est une gastrite atrophique auto-immune en rapport avec la présence des auto-anticorps anticellules pariétales de l'estomac ou en rapport avec la présence des auto-anticorps antifacteurs intrinsèques. Les cellules pariétales, le rôle terme, c'est la sécrétion de l'acidité gastrique, de l'acide gastrique. Donc il y aura la chlorhydrie, bien sûr. Généralement, c'est une femme de 50 à 60 ans. Il y a un terrain auto-immun, donc il y a surtout un vitiligo ou un diabète, dans le cas clinique, donc le diagnostic, donc il y a une diminution de la vitamine B12, le dosage vitaminique, et biologiquement, on cherche les anticorps antifacteurs intrinsèques et les anticorps anticellules pariétales de l'estomac. Les plus spécifiques sont les anticorps antifacteurs intrinsèques. Le plus sensible, les anticellules pariétales de l'estomac. Il faut les apprendre, spécificité ou sensibilité. On peut faire le tubage gastrique, n'est plus fait pour chercher la chlorhydrie, donc la diminution de l'acidité gastrique. FOGD, biopsie systématique pour chercher la gastrite atrophique. Le dosage de la gastrinémie n'est plus fait, donc si c'est fait, c'est augmenté. Et le test de Schilling, il n'est jamais fait. Le test de Schilling, il a été fait seulement 3 ou 4 ans et malgré ça, le traitement de l'anémie de Birmier, mot-clé, des injections intramusculaires, donc c'est parentéral, le traitement de vitamine B12 à vie. Donc les doses, un protocole, d'autres protocoles. Par exemple, 1000 microgrammes par jour pendant 7 jours pour saturer les réserves, puis 1000 microgrammes par semaine jusqu'à normalisation de l'hémoglobine, puis 1000 microgrammes par mois à vie. L'évolution sous traitement, donc l'NFS va se normaliser, mais il faut surtout la persistance de la gastrite atrophique et la chlorhydrie. Ça ne se corrige pas. La gastrite atrophique et la chlorhydrie. Il y a 2 risques évolutifs principaux. Le risque surtout de cancer gastrique. Il y a un risque sur l'atrophie gastrique, risque d'anadénocarcinome gastrique. Donc c'est un facteur
de risque, il y a un risque de tumeur carcinoïde, donc cellules entérochromaffine-like, donc risque cancéreux. Il y a aussi donc le risque de rechute sous forme neurologique. Le risque de rechute sous forme neurologique, on a dit que le patient peut garder des séquelles neurologiques, même s'il est substitué. Donc, pour ça, on doit surveiller surtout l'estomac, une FOGD plus biopsie tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Remarque, si l'hémoglobine n'augmente pas à la vitesse espérée, on est en train de supplémenter le patient en B12 et le patient, son hémoglobine n'augmente pas, il faut dépister surtout une carence martiale associée. Autre remarque, il est dans un cadre donc, de carence associée en folate et B12, il ne faut surtout pas prescrire l'acide folique en première intention. Il aggrave les signes neurologiques. Il aggrave les signes neurologiques en cas de carence en B12 associée.